Oui, bonjour, je suis avec vous et je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment déçu de ne pas être avec vous puisque je ne connais pas Mayotte et le professeur Tatevin m'en vante les mérites et les qualités et je n'en doute pas. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Si vous pouvez me passer la main, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon? Alors, c'est bon. Voilà, j'ai partagé mon écran. Alors, est-ce que vous voyez la première diapositive? Elle est très belle. Ah, c'est gentil. Donc, hop, je vais essayer de me mettre un maximum de... Alors, attendez, hop, excusez-moi, je paramètre pour que j'ai bien mon écran et que voilà. Donc, merci encore pour cette invitation et félicitations aux précédents orateurs pour les interventions très intéressantes sur cette problématique. Merci tout particulier à mon chef Moudoir Moudoir, pardon, pour m'avoir invité et à parler donc, comme vous le disiez, de la question de l'allègement dans le cadre de la prise en charge du VIH. Donc, je suis ravi également d'avoir entendu la voix de mon ami le professeur Tardy il y a quelques secondes. Et déjà, vous avez évoqué la possibilité d'un allègement par la bithérapie DTG 3TC. Donc, alors, attendez, hop. Donc voilà, donc pour revenir sur cette photo qui est prise sur le bassin d'Arcachon, excusez-moi, mon téléphone sonne. Durant un été, je me suis posé deux questions concernant l'allègement. Puis-je faire moins tout en étant aussi efficace? Et comme c'était un dimanche et qu'on était dans un décor plutôt sympa, je me suis dit, bah, il faudra que je me pose la question lundi. Et nous sommes aujourd'hui mardi et je vais vous faire livrer donc les fruits de ma réflexion. Alors, quelques mots d'introduction rapide, parce que je pense que le sujet de l'allègement est connu. Alors, j'avais mis quelques petites questions avant ça à main levée, mais peut-être que Jean-Claude pourra me dire, c'est vrai que peut-être que je pourrais les faire, juste pour savoir un petit peu le pouls. Est-ce que donc déjà dans l'assistance, les gens pratiquent l'allègement? C'est la première question. Alors, moi, je ne vous vois pas forcément, mais je ne sais pas si s'il y a beaucoup de mains levées. Ouais. Il y en a. Il y en a, Oui, super. oui. La deuxième question, c'était est-ce qu'à chaque consultation VIH, vous vous posez la question de est-ce que ce patient ou pas serait éligible à un allègement ou c'est pas des choses que vous faites à chaque consultation? Donc à chaque consultation, est-ce que vous posez la question? Oui, ça a l'air. À la D'accord. Réunion notamment, Et hein. Voilà. la réunion, oui, 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 je me doute. Alors, je me souviens plus exactement de ma troisième question, mais j'en ai une autre qui m'est venue peut-être plus spécifique, parce qu'en effet, il y a la Réunion et Mayotte. C'était, avez-vous un accès facile aux traitements injectables qui font partie des stratégies d'allègement? Alors ça, j'ai pas la notion. Et est-ce que vous les utilisez euh, quand c'est nécessaire? Même réponse, oui pour la Réunion et oui pour Rennes. Ok. Bon, ben voilà, c'était des petites questions pour pas perdre de temps avec un clap. C'était un petit peu pour prendre le pouls de la salle. Donc, je vais aller directement à mon propos. Donc, l'introduction, c'était pourquoi alléger? Ben, il faut déjà, avant d'alléger, donner un coup d'œil dans le passé, dans le rétroviseur. Donc, c'est ce que l'on faisait avant, faire un état des lieux et ce qu'on va faire et envisager l'avenir et ce que je vous proposerai en conclusion. Donc pour envisager cet avenir de l'allègement, bien évidemment, il nous faut des nouvelles molécules, la place des nouvelles galéniques avec ce qu'on appelle le long acting, d'où ma question sur les traitements injectables et les nouveaux modes d'administration comme les traitements par intramusculaire. Et je pense qu'il est temps de réécrire l'histoire des stratégies antirétrovirales. Alors, j'espère que mon modérateur ne va pas bondir, se mettre en PLS ou convulser, car je
sais que je vais dire peut-être certains propos qui vont à l'encontre de ces théories, mais j'essaierai de les dire de façon modérée pour qu'ils restent sereins. Donc la révolution Je vais rester thérapeutique calme, ne t'en fais sera... pas. La révolution thérapeutique sera aux audacieux, comme souvent dans l'histoire du VIH, mais, et ça fera plaisir à notre modérateur, en restant raisonné et raisonnable avec le hashtag oser, mais également le hashtag rétroviseur et ne pas oublier le passé. Alors justement, pour illustrer cela, une petite histoire, et je remercie le docteur Panchika Bellecave, qui est donc une de nos virologues spécialisés dans le VIH au CHU de Bordeaux. Il s'agit d'une patiente de 30 ans qui a été découverte séropositive au VIH en 2003 avec un sous-type H, qui a eu plusieurs lignées thérapeutiques, comme vous pouvez le voir ici, avec notamment en 2008 un traitement associant 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et du lopinavir boosté. Alors pour les plus jeunes, ce médicament a été assez révolutionnaire car c'était le premier de sa classe, mais avait des mauvaises tolérances et notamment digestives. Et de ce fait, en 2009, il a été arrêté et remplacé pour un non-nuc qui avait le vent en poupe à l'époque, qui était l'étravirine. Et alors que cette patiente était bien contrôlée, elle a présenté un échec virologique. Alors, donc ça, c'était son génotype en 2010, donc où vous pouvez voir que cette patiente avait donc des mutations classiques sur, par exemple, la classe des NUC avec une 184, des non-NUC avec une 403 qui est connue, et 2 mutations sur l'étravirine, mais qui restaient sensibles sur ce génotype. Et donc, la personne en question avait proposé l'étravirine. Finalement, donc, cette patiente, vu qu'elle avait un échec virologique, il a été proposé, au vu de ce génotype, un traitement par daruboosté, étravirine et raltegravir, donc inhibiteur d'intégrase. Ce traitement a été poursuivi de 2010 à 2017, et comme elle a présenté une hypercholestérolémie sûrement en lien avec l'IP boosté, on a arrêté l'IP boosté pour pratiquer ce que l'on faisait assez souvent et que l'on a fait beaucoup, la bithérapie étravirine-raltegravir, plus connue sous le nom de Etral, qui était notamment proposée aux patients polymorbides. Et donc, on a pratiqué chez cette patiente allègement. Quand vous voyez le génotype de 2010, vous vous dites, bah, écoutez, en 2018, j'ai pas de raison de m'inquiéter, ça devrait marcher. Mais sous ce traitement, vous me voyez venir, la patiente a présenté un échec virologique. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, pour être moins seul dans mon coin, une idée pour expliquer cet échec virologique? Alors, bien sûr, pas Jean-Claude. Alors, je remets le géno de 2010, à partir duquel on Il y avait est déjà des parti pour mutations sur l'étravirine et la raltegravir avec sa barrière génétique faible. Je ne ferai pas une bithérapie avec ces deux molécules. Alors, c'est pas mal, c'est même plutôt bien. Donc, en effet, lorsque l'on refait le géno en 2018, on s'aperçoit en effet que sur l'étravirine, il y avait donc une résistance. Et si on avait réinterprété en fait le géno, je reviens en arrière, de 2010, on n'aurait pas proposé l'étravirine, puisqu'entre-temps, l'algorithme ANRS avait changé. Et donc, en effet, donc, c'était peut-être pas une bonne idée de laisser ce traitement. Vous voyez que d'ailleurs, l'échec virologique est apparu assez vite, en moins d'1 an. Et heureusement, le raltegravir, comme on a été assez réactif, n'a pas été impacté. D'où l'intérêt, comme le dit souvent le professeur Tardy, de reprendre toute l'historique thérapeutique et virologique d'un patient avant de proposer un allègement. Et donc,
comme vous le voyez ici, le fait d'avoir une 100i, ce qu'elle avait dans le passé, et une 103n qui à elle seule ne confère pas la résistance, mais l'association des deux avec l'algorithme qui était en vigueur en 2018 aurait rendu R l'étravirine et donc elle se retrouvait en monothérapie de raltegravir. Voilà un petit peu, si on fait le génotype poulet, vous voyez que si on avait réinterprété son génotype de 2010 avec l'algorithme, l'étravirine, je ne sais pas si on voit ma flèche, aurait été rendu R du fait de la présence de la 103 et de la 100I, et c'est rajouté après la 138K. Donc ça, c'était pour le petit côté virologique et je passerai assez vite puisque ce n'est pas l'objectif et je ne suis pas virologue. Et donc finalement, cette patiente est certes restée en bithérapie. On l'avait arrêtée pour des problèmes lipidiques et comme vous le savez du fait d'interaction entre les deux, mettre une double dose de dolutegravir. Donc finalement, les allègements ne finissent pas toujours bien. Heureusement, parfois ça finit bien. Donc, la morale de l'histoire, alléger peut avoir ses limites. Tu me dis, Jean-Claude, pour le temps, parce que je n'ai pas fait gaffe à quelle heure j'ai commencé. Alors, si on va maintenant plus dans le détail, dans le passé, ça reste, je pense, encore quelque chose de assez fait, le dogme de la prise en charge d'un patient VIH était donc la trithérapie, ou trois drug regimen, comme on dit maintenant en langage plus branché. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, pardon, c'est allé assez vite. Désolé. Hop. Qu'est-ce qu'on faisait? Un patient a été infecté. Ben, on réfléchissait déjà à l'époque. On mettait un traitement que l'on appelait d'induction pour le rendre indétectable. Et à l'époque, ça prenait 6 mois. On réfléchissait encore et finalement, on maintenait la trithérapie à vie. Et ça, c'était avant l'ère de l'allègement. Actuellement, le dogme de la trithérapie, compris en initiation, a vacillé. Et donc, dans le cadre de l'initiation, comme vous le savez, on peut proposer soit classiquement la trithérapie ou bien la bithérapie, ce qui a représenté une première évolution ou révolution. Alors ensuite, chez des patients qui sont traités, il y a différentes stratégies. La simplification, où on va aller vers des comprimés uniques, ou qui contiennent donc plusieurs molécules en un seul comprimé. L'allègement, c'est-à-dire passer de 3 molécules à 2, voire 1. Et ce qui est nouveau aussi depuis quelques temps, c'est de traiter dès la première consultation, ce qu'on appelle le test and treat, et donc on arrête cette étape de réflexion une fois qu'on voit le patient. Bien évidemment, comme vous le savez, et là je fais un focus sur Mayotte, peut-être plus que la Réunion et autres pays qui ont un accès plus limité aux soins et tardif, comme j'ai entendu tout à l'heure, ces stratégies ne sont valables bien évidemment que si le patient n'est pas dans un stade avancé de sa maladie avec une infection opportuniste ou des CD4 très bas. Qu'est-ce qui est actuellement validé dans la stratégie d'allègement en 2024 et les recommandations françaises sont actuellement en cours de parution, soit de la bithérapie, soit de la trithérapie 4 jours sur 7 et je vais revenir sur ça rapidement. Donc en initiation, on a 2 possibilités de bithérapie actuellement, la plus connue étant DTG3TC et l'autre qui sera prochainement possible étant l'association d'un non-nuc de dernière génération, la doravirine, à une nouvelle molécule, à savoir un inhibiteur nucléosidique de la translocation de la transcriptase inverse, l'islatravir. La première limite à ces stratégies, et on en a parlé tout à l'heure, ça va être l'hépatite B. Un collègue a pris la parole tout à l'heure pour dire qu'en effet, sur ces stratégies, il n'y a pas de tenofovir. Et attention donc aux patients qui ne sont pas correctement vaccinés ou à risque de réactiver l'hépatite B. Alors, l'étude Gemini, qui évaluait justement la bithérapie à base de dolutegravir versus une trithérapie, a déjà 5 ans, puisqu'elle a été publiée dans AIDS en 2022, les données à 5 ans. Donc, quels étaient les principaux points? L'idée, c'était de voir le pourcentage de patients succès virologique à S144, avec 700 patients dans chaque bras. Et déjà, la première limite, c'est que la charge virale devait être à moins de 500 000 copies, sans mutation de résistance. Donc, ce n'était pas du test and treat. On attendait la charge virale et le génotype pour débuter le traitement. Donc, vous voyez que globalement, quand on fait DTG3TC versus DTG
TDF-FTC. À S144, on a le même pourcentage de succès virologique dans les différentes études Gemini. Donc ça, c'est le premier point. Que disent les recommandations européennes sur les traitements? Donc, bien évidemment, sont positionnés dans les régimes préférés des trithérapies à base d'inhibiteurs d'intégrase, vous voyez, c'est le premier pavé, mais également des bithérapies à base de dolutegravir, soit dans le cadre du comprimé unique avec le 3-TC, soit DTG plus XTC ou FTC. Et vous voyez au milieu qu'il y a quand même des bémols. Il faut que le patient soit antigène HBs négatif, qu'il ait une charge virale à moins de 500 000 copies. Pour la doravirine et l'islatravir, donc on avait une étude qui a été présentée notamment dans différents congrès LIS en 2023, qui évaluait cette bithérapie avec de la doravirine à 100 mg par jour et de l'islatravir à 0,75 mg par jour versus le traitement un peu de référence qui est l'association BF-TAF. Et donc, on a regardé, le critère de jugement principal était le pourcentage de charge virale inférieure à 50 copies à S48. On avait 680 inclusions prévues. Finalement, il y en a eu 600. Et je passerai sur les caractéristiques à l'inclusion pour ne pas perdre de temps, avec 20% de patients qui avaient des charges virales supérieures à 100 000 copies. Donc, en termes d'efficacité virologique, vous voyez que à S48, on était tout aussi efficace avec cette bithérapie que la trithérapie. Sur les échecs virologiques, ce qui fera plaisir à notre ami Jean-Claude, un échec virologique rapporté avec la bithérapie à base de doravirine chez un patient qui avait une charge virale à l'inclusion supérieure à 1 million de copies, une réponse incomplète à S24. Et le problème avec ces stratégies, c'est qu'il y a eu des mutations de résistance à la fois sur les non-NUC et sur le NUC, donc sur les deux classes de cette stratégie, chez un patient inobservant. Pour la stratégie BF-TAF, comme souvent, 4 échecs virologiques, mais avec cette stratégie, pas de mutation de résistance mise en évidence à l'échec virologique. Là où le bas blesse dans ces travaux, et vous le savez sûrement, c'est sur la remontée des CD4, et vous regardez à S148, où on va voir qu'elle est de 182 dans le bras bithérapie versus 234 dans le bras trithérapie, du fait, comme vous le savez, d'une toxicité mitochondriale de l'islatravir à forte posologie et qui va entraîner une baisse des lymphocytes et particulièrement des lymphocytes CD4. Et donc ces études avec cette posologie de islatravir ont dû être stoppées et donc une limite immunologique cette fois l'allègement par rapport au premier cas clinique qui était une limite virologique. Alors pour les stratégies de maintenance, donc on a plusieurs possibilités. Donc, soit la bithérapie, soit la trithérapie en 4 jours sur 7, ou bien la bithérapie en 4 jours sur 7. Et là je pense que Jean-Claude, il est déjà en PLS, donc prière de venir à son secours. Mais je vais vite parler de la bithérapie 4 sur 7 parce que je pense qu'il n'aurait peut-être pas proposé cette stratégie. Alors, sur les traitements en bithérapie, comme je l'ai dit en introduction, on a 2 possibilités actuellement, soit de faire du traitement oral, soit du traitement injectable. Que dit l'EACS? L'EACS dit qu'on peut faire de la bithérapie en maintenance orale avec DTG rilpivirine qui existe dans un combo, DTG 3-TC qui existe dans un combo, ou bien notre bon vieux darunavir boosté avec de la 3-TC qui est une bithérapie qui marche plutôt pas mal. L'EACS nous met en garde sur, nous recommande également, les traitements long-acting sur les dernières recommandations, donc cabotegravir et rilpivirine, mais nous met en garde sur 2 bithérapies potentiellement à risque de résistance qui sont DTG rilpivirine et cabotegravir rilpivirine, et je vais vous illustrer cela rapidement. Tout d'abord, pour ce qui est de la des bithérapies donc à base d'inhibiteurs d'intégrase de 2e génération, donc soit le bictegravir, soit le dolutegravir. Je vais citer l'étude Virostar menée à la Pitié par le professeur Anne-Geneviève Marcelin et présentée à l'EACS 2023. C'était très intéressant puisqu'elle a évalué l'échec virologique
et l'émergence de mutations de résistance chez 6000 patients en première ou deuxième ligne de traitement, avec soit du BF-TAF, donc trithérapie, soit DTG ABC3TC, ou soit les bithérapies DTG3TC, DTG rilpivirine. Donc en gris, c'est quand ça va, en rose, c'est quand il y a un échec, et ici, c'est les résistances à l'échec. Donc, ce qui est assez rigolo, mais pas très rigolo finalement, c'est vous voyez que quand on va du BF-TAF vers des TGRPV, on a un pourcentage d'échecs virologiques qui est globalement stable, mais l'apparition de mutations de résistance à l'échec, vous voyez qu'il est croissant de 4%, 9%, 18% pour atteindre 39%. Donc en gros, si vous avez un échec virologique sous DTG rilpivirine, ce qui est un événement qui est assez rare, il faut être très réactif parce que très vite, il va sélectionner des résistances. Et ça, c'est le premier enseignement par rapport à la stratégie BF-TAF. Ensuite, les échecs sous-injectables, donc en 1 minute, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Mais comme souvent dans le VIH, il faut savoir ce que pensent Chloé Orkin et Jean-Claude Tardy. Donc là, sur le plan clinique, on va écouter Chloé Orkin à partir d'un papier publié très récemment dans CID en 2023, où elle a regardé les échecs virologiques sous les stratégies injectables à partir de modèles multivariés. Et donc, c'est un travail très intéressant pour guider les cliniciens sur quels patients pourraient être éligibles à l'injectable, plus ou moins sans arrière-pensée. Donc, les principaux points de ce travail, c'est qu'elle a évalué plusieurs modèles statistiques, qu'il y a 1600 patients poulés analysés à la 152 semaines. Premier élément, il y a eu sur ces 1650 patients qui sont passés sous traitement injectable, 23 échecs virologiques, soit 1,4% d'échecs virologiques avec les stratégies injectables. Lorsqu'on regarde les facteurs prédictifs de l'échec virologique, et si l'on regarde uniquement des facteurs assez simples, sans des données de dosage, on voit que dans le modèle multivarié ajusté, on va retrouver comme principaux facteurs de risque à l'échec, et ça c'est bien connu, d'où l'intérêt du travail avec le virologue, c'est-à-dire les mutations majeures de résistance à la rilpivirine, qu'elles soient présentes ou archivées. Vous voyez que c'est l'odd ratio le plus important, puisqu'il est à 10. Ensuite, on va retrouver le fameux sous-type A6 ou A1 qui ne doit pas trop concerner, je pense, l'océan Indien sur ma culture virologique assez pauvre, mais qui concerne plutôt des pays de l'Est et notamment la Russie, avec un facteur, vous voyez, à 9. Et enfin, le fameux BMI, supérieur à 30, qui est un facteur potentiel d'échec, mais vous voyez, avec un impact moins important. Et au total, elle considère qu'il faut au moins 2 de ces 3 facteurs de risque d'échec virologique à l'initiation qui pourraient être associés à un échec virologique confirmé. Donc ça, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire un patient qui serait uniquement obèse, il n'est pas forcément contre-indiqué, alors que si vous avez un patient obèse et qui a un sous-type 1 à 6, dans ces cas-là, il faut réfléchir et ne pas peut-être proposer cette solution. Alors, qu'en est-il du traitement séquentiel? Donc, je passerai assez vite parce que je pense que tout le monde est au courant de l'étude française qui a été présentée à la CROI et publiée dans le Lancet HIV en 2022, qui évaluait des stratégies de traitement 4 jours avec 3 jours sans traitement. Donc, le critère principal était le pourcentage de patients succès virologique à S48, 318 patients par bras, et l'événement qui nous a tous fait sauter de joie à la CROI, mais qui a laissé les Américains complètement sans réaction, puisqu'ils ne pratiquent pas trop ces stratégies, c'est, vous voyez, la très bonne réponse virologique de ces stratégies en trithérapie en 4 sur 7 versus 7 sur 7. Disons qu'il y avait 6 échecs virologiques dans le bras 4 sur 7 versus 4 dans le bras 7 sur 7. Et si on regarde plus précisément les échecs virologiques, c'est ça qui va nous intéresser, dans le bras 6 sur 7, on va retrouver différentes choses qui sont assez connues, soit des non-nucs à moindre barrière génétique comme la rilpivirine, ou bien
des inhibiteurs d'intégrase de première génération, comme l'elvitegravir ou le raltegravir. Et donc, ces stratégies ne sont peut-être pas forcément les meilleures stratégies pour proposer un traitement séquentiel 4 sur 7 à nos patients. Et c'est le principal enseignement de ce travail. Après Quatuor, puisque finalement dans Quatuor, on n'avait pas encore pu analyser tous les STR, et notamment celui à base de bictegravir. Et donc, on a 2 études qui ont été réalisées, notamment par Romain Palich. Donc, le BF-TAF en 4 ou 5 sur 7 est non inférieur aux trithérapies en 7 sur 7. C'est un travail qui a été publié. Et le deuxième travail, c'est sur le STR à base de doravirine, où là aussi, sur une cohorte parisienne, il a montré de façon rétrospective une non-infériorité de la trithérapie à base de doravirine en 4 ou 5 jours sur 7 par rapport aux trithérapies en 7 sur 7. Donc, on augmente le potentiel de traitement séquentiel, puisque la rilpivirine n'est peut-être pas le bon candidat, peut-être que la doravirine l'est plus. Et les recommandations de l'EACS, par contre, restent encore très frileuses, puisqu'elles ne proposent pas le traitement intermittent comme possibilité d'allègement par rapport aux autres stratégies qui sont présentées en petit a, petit b, petit c. Donc c'est vraiment quelque chose de très franco-français. Peut-être que dans les discussions, on pourra voir si c'est dans l'océan Indien des stratégies qui sont réalisées, peut-être avec quelles molécules. Et les Américains, bien évidemment, ne l'utilisent pas non plus. Donc après Quatuor, on a essayé d'aller plus loin, hein, c'est toujours laver plus blanc que blanc, c'est est-ce que la bithérapie en 4 sur 7 est non inférieure à la bithérapie en 7 sur 7. Donc là, on a évalué DTG3TC, DTG-RILPI et Darurito-3TC, donc avec 2 bras. Et là, le critère principal était un peu différent, c'était le pourcentage d'échec virologique, c'est-à-dire de charge virale supérieure à 50 à S48, avec une marge de non-infériorité de 5%. Et les résultats, donc entre 2021 et 2023, on a pu analyser 436 patients dans 36 centres avec une majorité d'hommes, des charges virales contrôlées depuis en moyenne 9 ans. Donc on voit que c'est des patients qui étaient quand même très bien contrôlés. Et à S48, donc globalement, on avait des résultats en termes de succès virologique équivalents. Mais lorsqu'on regarde le critère de jugement principal, et c'est ça la particularité de cette étude, à savoir l'échec virologique, on en avait 8 dans le bras bithérapie 4 sur 7 versus aucun dans le bras trithérapie 7 sur 7. Et de ce fait, on ne démontrait pas la non-infériorité de la bithérapie par rapport à la bithérapie séquentielle par rapport à la bithérapie 7 sur 7. Alors, ça, c'est les données brutes. J'ai mis un peu de virologie encore avec ce que j'appelle la rainbow slide. Donc, il y a plein de couleurs, mais j'essaierai d'aller assez vite et éventuellement, je pourrais vous la transmettre. Et c'est Laurence Morand-Joubert qui était la virologue référente de cet essai et qui a regardé les 8 échecs virologiques. Donc, globalement, il y en avait 6 sous DTG3TC qui sont ici en bleu roi, 2 sous DTG-rilpivirine qui sont en bleu ciel. Donc déjà, on peut dire que sous Darurito, il n'y avait pas Darurito 3TC d'échec virologique. Ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'en orange, vous voyez qu'il y a eu 4 échecs avec émergence de mutation de résistance à l'échec. Ce qui est un peu plus gênant aussi, c'est que 3 des 8 participants n'auraient pas dû être inclus dans l'essai car ils avaient des résistances archivées. Encore une fois, l'importance de regarder en arrière et de voir ce qui s'est passé dans l'histoire du patient. Et enfin, 2 des 8 patients, en plus de ça, étaient non observants ou inobservants. Et donc, ce qui n'a pas facilité, si déjà on allège de la bithérapie, les résultats. Donc, encore une limite de l'allègement, la bithérapie en séquentiel, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Alors, le futur, pour conclure, l'allègement de demain en initiation et ou en maintenance, c'est à venir ou presque là. C'est les autres schémas de bithérapie orale, comme ce que l'on utilise déjà pas mal, doravirine raltegravir, doravirine DTG ou DODO. Les nouveaux schémas de bithérapie avec des nouvelles molécules, et ça sera mes dernières diapositives. Et enfin, la trithérapie 4 sur 7, est-ce qu'elle sera dans les prochaines recos françaises? J'avoue que je n'ai pas fait un update, je ne sais pas si c'est encore publié, mais bon, ça devrait sûrement être retenu, mais je ne veux pas trop m'avancer. Alors, juste sur DTG3TC, donc des données de la cohorte d'ATEDS, rapidement.
hein, qui ont regardé de façon rétrospective à partir de tous les patients qui ont cette bithérapie. Donc 240 patients ont été analysés. Principalement, c'était des patients qui ont été switchés et qui étaient déjà en bithérapie et déjà en bithérapie soit à base d'IP boosté. Et donc, on imagine que les raisons principales du switch étaient soit des simplifications, soit des effets indésirables et notamment peut-être des hypercholestérolémies liées à l'IP boosté. Si on regarde le devenir des 240 patients après un suivi médian de 403 jours, alors on peut retenir des éléments, c'est qu'il y a eu des switches pour 39 patients, dont 9 pour des troubles neuropsychiques. Donc il ne faut pas oublier que ces deux molécules, on en parle beaucoup pour le DTG, mais également la doravirine, qui est dans la classe des non-nucs, peuvent avoir des effets neuropsy, et ça c'était bien connu pour les favirenz. Et il y a eu 4 échecs virologiques avec des charges virologiques que l'on peut qualifier de faibles, et 2 sur 4 ont des génotypes disponibles sans mutation. Donc globalement, c'est quand même une bithérapie qui est globalement utilisée, DOLU, DORA, pour différentes raisons, et notamment peut-être des raisons pharmacologiques et également des raisons de polymédication, et on pourra en discuter tout à l'heure. Pour le DORA-ISLA en switch, là aussi une étude publiée dans le Lancet HIV avec les mêmes posologies que tout à l'heure, la même conclusion. Il y a une efficacité de cette bithérapie en maintenance, mais une décroissance des CD4 significative qui fait que les études se feront à l'avenir avec une posologie plus faible de 0,25 mg, posologie qui a démontré une moindre toxicité sur les CD4. Et donc cette bithérapie pourrait être réalisée en initiation ou en maintenance. Et pour conclure, donc des travaux tout récemment présentés à la CROI de Denver, d'une association donc d'islatravir et lenacapavir en traitement oral hebdomadaire. Donc là, vraiment, on commence à aller vers de la bithérapie en une fois par semaine, donc c'est quand même assez révolutionnaire. Donc avec l'islatravir à 2 mg par semaine qui n'entraîne pas de toxicité sur les CD4, et du lenacapavir, donc pas en sous-cutané mais en oral, à 300 mg comparé au BF-TAF. Donc c'est des résultats assez préliminaires à S48, mais on voit qu'à S48, on maintient des taux de suppression virologique dans les deux bras. Et le point important, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de diminution significative des lymphocytes et des CD4 avec cette posologie d'islatravir. Et donc, les études de phase 3 ont débuté. Pour finir, quelles sont les autres bithérapies à venir? Ça va être surtout des bithérapies avec du long-acting. Donc, je vous en ai listé quelques-unes ici, soit à base de lenacapavir ou de bictegravir oral tous les jours en maintenance, de lenacapavir en prodrogue et d'un inhibiteur d'intégrase oral une fois par semaine en initiation et en maintenance, soit de lenacapavir et d'un inhibiteur injectable à longue durée d'action en maintenance tous les 3 à 6 mois. Donc là, vous voyez qu'on va encore plus loin, puisque le lenacapavir en sous-cut se fait tous les 6 mois, vous le savez. Et enfin, un mot sur les anticorps polyclonaux qui avaient été présentés également à la CROI, donc les anticorps à large spectre, qui pourraient être aussi des stratégies, mais qui pour l'instant sont encore à améliorer, et pourquoi pas en association donc, avec le lenacapavir. Donc il y a beaucoup encore de travaux sur le long-acting et sur l'allègement. Donc pour conclure, la non-infériorité est démontrée de beaucoup de stratégies d'allègement en initiation, comme par exemple DTG3TC, ou bien en maintenance, comme par exemple la trithérapie 4 jours sur 7, ou bien la bithérapie injectable. Mais encore une fois, attention à bien sélectionner les patients. Donc on peut dire, le titre était donc, est-ce que c'est suffisant? Donc on peut dire que light is enough, mais jusqu'où aller? Et donc là, il faut être raisonnable avec ce que l'on a vu sur les échecs des bithérapies orales séquentielles, donc ne pas être too light, et donc évaluer le juste milieu et le bénéfice-risque entre le fait d'être trop léger avec le risque pour les patients d'avoir des mutations de résistance qui apparaissent, ou le fait d'être juste light et donc d'avoir que les bénéfices de tout cela. Donc finalement, less is effective, but please be careful with and for your patients, et de ne pas faire n'importe quoi, et donc bien utiliser la checklist du bon allégeur
que vous avez tous vus dans de nombreux congrès, je n'y reviendrai pas, notamment réinterpréter les génotypes, notamment les réunions de concertation pluridisciplinaire, les avis pharmacologiques, les interactions. Et donc, on a encore besoin en 2024 de virologues, de pharmacologues et de discuter des dossiers complexes des patients. Et le principal message, je pense, quand un patient vous demande un allègement en consultation, vous n'êtes pas sûr de vous, la première réponse à lui dire, c'est « Monsieur, madame, il n'y a pas d'urgence à switcher, on peut se revoir dans 6 mois ou 3 mois, mais dans l'intervalle, je vais bien analyser votre dossier avec mes confrères et mes collègues spécialistes du VIH. » Donc, merci pour votre attention et je finis encore une fois par une nouvelle photo du bassin d'Arcachon qui est donc près de Bordeaux et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Charles. C'était super bien. Je te rassure, je ne suis pas en PLS parce que quand le sujet de l'allègement est traité par quelqu'un qui associe une grande compétence et une grande honnêteté, bah, je dois te dire que je suis entièrement d'accord avec toute ta présentation. Bon, ce n'est pas ce que je pense qui est important, c'est tous nos collègues qui sont ici. Il y a, je crois, pas mal de questions. J'ai une petite question assez rapide. Kevin Diallo, infectiologue à Saint-Pierre à La Réunion. Merci Charles pour la clarté de la présentation. Concernant l'allègement et le moment de contamination, est-ce qu'il y a une corrélation en fait entre les patients qui seraient infectés plus tôt, qui répondraient mieux à une stratégie d'allègement, ou ça ne dépend pas du tout du moment de l'infection? Hors CD4, j'entends, avec des CD4 normaux. Oui, voilà, hors CD4, parce qu'on sait que le taux de CD4, le nadir des CD4 peut être un facteur limitant sur les stratégies d'allègement. À ma connaissance, et peut-être que Jean-Claude pourra compléter mon propos, j'ai pas la notion de cela. Dans la littérature ou dans la pratique, j'ai pas cette notion-là. Voilà. D'autres questions, commentaires? Mayotte. Moi, je dirais, au niveau bithérapie, je n'ai pas beaucoup de patients sur bithérapie. Comme à peu près une dizaine de patients, effectivement. D'accord. Effectivement, il faut relire tous les génotypes, il faudra les rechercher. Effectivement, ce n'est pas d'une consultation qu'on va le faire. Effectivement, il faut revoir le dossier, revoir les génotypes. C'est extrêmement important. Il ne faut pas être un allégeur facile, ça c'est sûr. Ça, on est très conscient de ça. Et au niveau des long-acting, je n'ai mis que 4, mais j'ai à peu près qui vont être une dizaine de patients sous long-acting. Mais je vous ai dit qu'au niveau de la checklist RCP, vraiment, comme je n'ai pas trop de moyens, vraiment au niveau IEMC, au niveau, dès que j'ai ça, ils ne sont pas inclus. Donc, je préfère avoir des patients avec qui je n'aurai pas beaucoup d'examens à demander derrière pour vérifier vraiment qu'ils sont contrôlés. Oui, donc moi je suis assez d'accord avec vous. Donc ça veut dire que les traitements injectables dans certaines situations que vous décrivez, ben, vous n'allez pas forcément les proposer ou aller vers s'il y a le moindre doute, parce que ça nécessite des examens qui ne sont pas forcément accessibles et vous avez des craintes que les gens forcément ne reviennent pas dans les temps pour les injections. Oui, effectivement, il y a des patients qui proposent, qui nous en parlent de long-acting. Hein. Donc, mais il faut revoir l'histoire thérapeutique du patient, ça c'est sûr et certain. Et puis être sûr aussi, parce qu'on est quand même, ils sont un peu au niveau conditions socio-économiques, c'est pas du tout favorable. Et j'ai les long-acting qui ne sont pas référencés à la pharmacie, c'est plutôt avec les pharmacies privées. Donc, mais je suis bien aidé avec les pharmacies privées au niveau de long-acting parce qu'ils peuvent même livrer les médicaments à domicile, vous voyez, pour que les patients, pas à domicile, livrer les médicaments au cabinet de l'infirmière en ville, une fois qu'on a fait les 2 premières injections à l'hôpital. Mais ça, il faut être vraiment sûr que c'est des patients qui peuvent adhérer et puis voir aussi à long terme, parce que c'est des injections intramusculaires, parce qu'il y a eu beaucoup de fils actifs qui ont inclus beaucoup de patients dans long-acting, mais à la longue, quand on réfléchit bien, on a quand même 2 classes thérapeutiques où, à moindre trick, on grille les 2 inhibiteurs d'intégrase. C'est exactement ça. Bon, alors je suis passé assez vite, mais c'est vrai que les échecs, c'est 1,4%, donc c'est pas non plus catastrophique, mais c'est que quand il y a échec,
comme vous le dites très bien, et Jean-Claude pourra le dire, c'est qu'on se grille les deux classes et c'est dommage en 2024 de se griller la classe des inhibiteurs d'intégrase. Donc, quand on n'est pas sûr de pouvoir bien, c'est parfois anxiogène cet allègement injectable pour les cliniciens, peut-être moins pour les patients. Il y a la problématique également du surpoids, de l'aiguille qui doit être suffisamment grande quand il y a du surpoids pour accéder dans le muscle, de la technique d'injection. Donc à l'hôpital, peut-être que les gens y sont habitués, mais peut-être que les infirmiers de ville y sont moins habitués. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est vrai que, comme vous dites, si vous n'êtes pas sûr de bien gérer tous ces paramètres, peut-être qu'il y a d'autres stratégies à proposer en se disant que on a par exemple 0 échec d'un traitement STR en 4 sur 7 versus quelques échecs potentiels en injectable tous les 2 mois. Donc ça, c'est vraiment des choses quand le patient est OK, avec qui on peut discuter et finalement la demande de l'injectable, elle est peut-être pas si prégnante. C'est vraiment, il faut s'adapter, quoi. Charles, je te passe Pierre Tatevin. Salut Charles, il faudra que tu viennes nous voir à Mayotte un jour. La question, j'ai trouvé ça très bien, merci. Moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas si je m'y prends mal ou si j'ai pas de chance, mais que je suis assez haut par rapport à ces 1,4% d'échecs. Et j'ai donc deux petites questions. Quand ils parlent d'1,4% d'échecs, dans quelle situation ils ont classé les gens qui arrêtent au bout de 2-3 injections parce qu'ils trouvent que ça fait mal ou qu'ils en ont marre? Et la question subsidiaire, est-ce que toi aussi tu as cette impression que dans 99% des cas, ça marche avec ces bithérapies injectables ou tu es plutôt un peu moins positif que cette grande méta-analyse? Alors, avant de répondre, est-ce qu'il y a des gens de vive dans la salle? Ah non, il n'y a pas de labo ici, on est tranquille. Non, je plaisantais. Oui, mais je veux pas. Enfin, c'est vrai qu'on est là pour donner aussi son avis, mais je veux pas non plus être trop caricatural. J'ai tendance à aller dans ton sens, Pierre, à savoir qu'en effet, dans les études, c'est vrai que ces patients, on ne considère les échecs virologiques que sur des critères virologiques. Donc, les patients qui ont arrêté ne sont pas dans les échecs virologiques. Et honnêtement, sur l'étude de Chloé Orkin, je ne crois pas qu'elle ait donné le chiffre. Il faudrait que je regarde en détail des patients qui ont arrêté pour souci. Et donc ça, à mon niveau aussi, j'ai pas mal de patients qui voulaient à tout prix des injectables alors qu'ils avaient un facteur de risque d'échec comme l'obésité et qui, en effet, au bout de 2-3 injections, ont dit stop, c'est trop contraignant, ça fait mal, et ainsi de suite. Et finalement, je préfère, pour ne pas le citer, reprendre mon STR à base de bictegravir 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, qui finalement n'était pas si compliqué. Et pour la deuxième question, nous, sur les échecs, on est à peu près sur ces chiffres-là. Après, moi, je ne pourrais pas te répondre de façon très claire, étant donné que ma file active d'injectable est très limitée, donc je ne pourrais pas sortir des pourcentages. Si je regarde au sein de notre CHU, on a à peu près ces chiffres, mais comme le disait notre confrère de Mayotte, c'est que nous, on est tellement stressés que c'est des patients qu'on dose tout le temps, avec la problématique du dosage dont on ne sait pas toujours quoi en faire, puisqu'ils sont, comme vous le savez, très souvent sous-dosés en RILPI. Et c'est des patients chez qui, dès qu'on voit que le dosage du cabot est vraiment très très bas, on va les arrêter. Donc on fait beaucoup de prévention aussi de l'échec. Et donc, est-ce que finalement on gagne du temps, de l'argent et de la qualité de vie? Ça serait à rediscuter. Donc, je partage un peu tes interrogations, Pierre. Mais ça, c'est un avis très personnel et ce n'est pas du tout un avis de la littérature. C'est un ressenti. Mais en tout cas, quand j'ai des demandes de moi d'allègement, pour répondre à ta question, enfin d'injectable, excusez-moi, j'essaie de toujours d'analyser pourquoi, parce qu'on a eu beaucoup de demandes il y a quelques années, c'était un peu un effet de mode. Dès qu'il y a un nouveau traitement, il y a vraiment une demande. Mais quand on analyse bien, qu'on explique aux patients qu'il faut des injections tous les 2 mois, donc tous les gens qui voyagent beaucoup, déjà ça limite, parce qu'il faut ne pas être en voyage, en déplacement à ce moment-là. Que l'on explique qu'il faut trouver une infirmière libérale, aller à la pharmacie chercher le traitement, aller chez l'infirmière, et qu'on explique les faibles risques d'échec, bon, finalement, la motivation des patients diminue. Après, quand il y a des patients très motivés, je pense qu'il faut les écouter et qu'il faut au maximum les accompagner pour que ça se passe bien, en leur expliquant que justement, s'ils n'ont aucun facteur de risque d'échec, ça devrait bien se passer. Mais là, il faut vraiment réanalyser sur le plan virologique et être sûr qu'il n'y a pas de mutation sur la RILPI, puisque c'est vraiment ça qui va conditionner l'échec le plus, quoi.
On a fait le tour. C'est bon. Merci mille fois, Charles. Ça m'a fait plaisir de te voir et de parler avec toi. Et merci, merci Jean-Claude, c'est un plaisir. J'espère vous revoir très prochainement et te revoir. À très bientôt, moi aussi, j'espère. À très bientôt. Bonne journée à toi. Salut. Merci.